parlant de notre sécurité, je veux ici avoir un mot pour l'immigration. Oui, protéger les Françaises et les Français, et leur sécurité, c'est protéger nos frontières. J'ai eu l'occasion ici à plusieurs reprises d'y revenir, et je veux en dire un mot. En effet, l'Europe, ces 10 dernières années, a été bousculée par plusieurs phénomènes migratoires. Elle a vécu elle-même une crise politique profonde dans plusieurs pays et dans sa capacité à coopérer. Mais elle a aujourd'hui des instruments et nous avons une mobilisation collective à avoir qui doit nous permettre d'être à la hauteur de ce défi. D'abord, sous présidence française, nous avons réamorcé le dialogue européen sur la question de l'asile et de l'immigration. En effet, en prenant l'initiative d'une approche graduelle, nous sommes sortis de la crise qui bloquait complètement depuis 2015 l'avancée des textes européens, et le pacte asile-migration est une avancée majeure pour les Européens en termes de capacité à affronter justement ce défi. C'est la fin de l'hypocrisie d'un système qui laissait certains en première ligne, la fin de l'égoïsme avec l'idée qu'il ne peut y avoir de cavalier seul et que chacun doit prendre sa part, la fin des postures aussi en assumant l'inconditionnalité de l'asile pour mieux garantir son effectivité et en traquant la fraude, les abus, les contournements qui rongent ce système. Et avec ce pacte, on s'est aussi doté de moyens de contrôle et d'enregistrement à l'arrivée sur le sol européen et de suivi, mais aussi de mécanismes plus efficaces de retour. C'est pourquoi la stratégie de la France, dans ce contexte, est d'accélérer la mise en œuvre du pacte asile-immigration, de le compléter, de le renforcer sur les retours, d'utiliser tous les leviers européens pour favoriser la coopération avec les pays tiers et la réadmission, et en continuant à renforcer la protection des frontières extérieures de l'Union européenne. Toute cette réponse au niveau européen, c'est ce que sous l'autorité du Premier ministre et le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et l'ensemble des collègues porteront dans les enceintes européennes. Nous croyons dans cette approche organisée, volontariste, et je vais être clair, j'entends parfois parler d'approches innovantes en Europe. Je serai très prudent sur ces approches, qui bien souvent ne sont pas conformes au droit européen qui est le nôtre, aux conventions que nous nous sommes données à nous-mêmes. Mais surtout, quiconque les a vues marcher, je suis très preneur. C'est pas vrai. Ce qui a été efficace en Europe, c'est ce dont je suis en train de parler, c'est-à-dire une approche européenne coopérative et exigeante. Les approches nationalistes ne marchent pas. En particulier pour la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, qui, jusqu'à changement plus radical, ne sont pas des îles. Et donc sont dépendantes de la coopération avec les pays limitrophes. Et donc ce qui fonctionne, ce qui produit des résultats, c'est une approche européenne plus exigeante, protection de nos frontières, suivi des migrations et des flux secondaires au sein de l'Union européenne, et dialogue plus exigeant avec les pays d'origine et les pays tiers. Ce n'est pas d'aller rapatrier des gens vers des pays qui ne les ont jamais vus, ça n'est pas d'aller, en quelque sorte, brandir des menaces au droit international, c'est pas vrai. C'est ce qu'on est en train de faire, et ce sur quoi les ministres sont engagés, soir et matin, pour justement protéger les Françaises et les Français. Mais là aussi, nous devons, nous, pour nous-mêmes, être plus exigeants et plus cohérents. Et je crois qu'il faut savoir écouter les Français dans leur exigence, ce qui me paraît de bon sens et que nous partageons. Nous voulons mieux intégrer, mieux accueillir, mais les peuples exigent de reprendre le contrôle, et nos compatriotes, au fond, ne comprennent plus que, alors même que nous avons des gens dangereux sur notre sol, qu'on veut pouvoir les expulser, ils ne sont pas repris par certains pays, à qui on devrait délivrer des visas sans exigence. Vous conviendrez avec moi que le bon sens contrevient à ce précepte. C'est parfois ce qu'on fait encore un peu. Alors, la méthode radicale et aveugle ne marche pas bien. On l'a testé dans certains pays. La lucidité, là aussi, doit nous conduire à voir qu'au fond, il faut simplement avoir un engagement extrêmement précis, rigoureux, mais qui consiste à être beaucoup plus exigeant avec les pays pour qu'ils coopèrent davantage sur ces politiques. Et donc là aussi, sous l'autorité du Premier ministre, les ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur auront un travail, et je souhaite qu'il y ait une coordination très étroite entre les ambassades, les services de consulat et notre ministère de l'Intérieur, nos préfets, pour que là aussi, d'abord on mette en œuvre le rapport Hermelin, qui je crois dit extrêmement précisément les choses tout à fait pertinentes pour cette stratégie, et réussir à avoir une exigence, et de regarder en quelque sorte notre politique consulaire, en ciblant d'ailleurs les effets qu'on cherche à certains publics,
qui généralement nous permettent d'avoir des réactions plus rapides et pas toucher les binationaux ou les gens qui participent à la vitalité de la relation bilatérale, mais d'être plus exigeant avec certains pays qui ne délivrent pas les laissez-passer consulaires qui sont attendus pour que nous ayons une politique migratoire efficace. On ne peut pas accepter dans la durée quand il y a une non-coopération sur ce volet-là. Et donc je demande vraiment une très grande exigence, des résultats en la matière. Nous devons continuer d'être un pays attractif, on veut continuer d'attirer les talents, on veut continuer d'avoir une immigration choisie, on veut continuer d'avoir une aide publique au développement qu'on a d'ailleurs augmentée, un vrai volontarisme, on veut continuer d'avoir justement cette circulation de tous, mais il faut le faire en ayant une certaine exigence et lucidité, et savoir parler aussi à des pouvoirs quand ils ne jouent pas le jeu sur les laissez-passer consulaires pour des irréguliers qui sont sur notre sol. Ce travail est indispensable et c'est celui pour lequel je sais le gouvernement profondément engagé. Au-delà de l'immigration, nous continuerons de renforcer aussi la lutte contre tous les réseaux de criminalité, en particulier narcotrafiquants, là aussi pour laquelle la coopération est absolument indispensable en la matière. Le plus grand contrat de défense des dernières décennies de la France, bien supérieur en capacité en retour sur l'industrie française que feu le contrat AUKUS pour lequel nous avons eu une alliance de revers, c'est celui que nous avons bâti avec les Émirats arabes unis, qui est un contrat remarquable en termes stratégiques et de défense. Mais au-delà des Émirats arabes unis, ce que nous avons avec le Qatar, avec l'Inde, avec l'Indonésie, et avec beaucoup de puissances de la région, la capacité que nous avons à arrimer cette présence avec Djibouti et ce qui s'entoure est déterminant. Et donc nous avons en Indo-Pacifique, en effet, encore un potentiel considérable, là aussi pour notre prospérité, dans tout le domaine des industries de défense. Et c'est dans cet agenda de prospérité et ces nouveaux partenariats que je veux évoquer le continent africain. Et je veux le faire là aussi avec beaucoup de reconnaissance pour tout le travail que vous faites et de clarté. D'abord, nous avons un agenda qui doit sortir en quelque sorte des obsessions du passé. J'ai fait le maximum des efforts et je continuerai de le faire pour regarder les questions historiques, culturelles et mémorielles. Je crois que nous l'avons fait avec beaucoup de sincérité ces dernières années et du travail inédit qui a été fait sur l'Algérie avec la commission Stora, en passant par le discours qui a été donné en moment par le ministre à Tiaroy pour le Sénégal, à la politique de restitution des œuvres d'art, conformément à l'agenda de Ouagadougou que j'avais évoqué. Nous avons, ces dernières années, profondément changé ce logiciel. C'est-à-dire que la France regarde son passé dans sa complétude, elle a nommé les choses et elle cherche à avoir une approche scientifique, historiographique, à la fois décomplexée et dépassionnée, et nous le ferons encore avec le Cameroun, avec la comité d'historiens que nous avons installé. Et j'assume totalement cette politique, elle est bonne. Et je le dis en tant que président de la République, né après la décolonisation, dans un continent qui a 75% à moins de 25 ans. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique, on est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle, on la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage, vis-à-vis de leurs opinions publiques, de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région.
Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification? Plus tellement. Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Donc nous avons patiemment, et je remercie Jean-Marie Bockel, je le remercie à double titre, personnel et pour cette mission, parce qu'il fait partie de ceux qui ont vécu dans sa chair et la chair de sa famille, ce que j'évoquais tout à l'heure. Mais il a mené patiemment, en lien avec les ministres et le SEMA, cette mission. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Et vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois, il a fallu les pousser. Mais pas parce qu'on est poli et correct et qu'on se réorganise nous-mêmes qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant « ils sont chassés d'Afrique ». Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Mais on va faire plus de formation, plus d'équipements, plus de renseignements, plus de contrats aussi dans la durée de défense. On va qualifier la menace avec eux. Et on va aussi inventer une nouvelle relation, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin, relation inédite, comme on va le faire avec le Nigeria, où on a commencé un dialogue stratégique qui n'existait pas jusqu'alors, ce qui était une aberration, etc. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Et je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants, dans la société civile et ailleurs. Mais enfin, on a bien fait de faire le premier grand voyage depuis 25 ans du Nigeria en France il y a quelques semaines. 25 ans. Ça n'est qu'un pays à 250 millions d'habitants. Bien fait d'aller faire la première visite au Kenya. Imaginez. On a bien fait de retourner pour la deuxième fois en Éthiopie, pays de plus de 100 millions d'habitants. D'avoir consolidé une stratégie énergétique et d'investissement avec l'Afrique du Sud. Nos lunettes sur l'Afrique ne sont plus les bonnes quand on parle de l'Afrique. C'est un continent où il y a des grands émergents, où il y a des potentiels de croissance formidables. Et nous sommes en train parfois de désinvestir. Et donc il faut retrouver de l'audace, repenser nos financements. Et là-dessus, nous devons, en interministériel, repenser nos financements pour prendre plus de risques et accompagner plus de risques, repenser nos règles européennes pour qu'on ait une capacité de financement de nos grands acteurs et avoir une stratégie avec nos entrepreneurs, toutes filières confondues, beaucoup plus ambitieuse à l'égard du continent africain. Et de la regarder comme un continent d'opportunités sur la question commerciale et économique, sur la question alimentaire et agricole, sur la question de l'innovation dans tous les domaines, sur la question artistique et culturelle, sur la question sportive, qui sont là aussi des domaines où nous avons des expertises, où on les a montrées au monde entier, en particulier avec les Jeux olympiques et paralympiques, et où il y a toute une stratégie export qu'on doit déployer, parce que tous les acteurs français qui ont travaillé pour nos Jeux, on veut qu'ils aillent travailler pour la Coupe d'Afrique des Nations et d'autres grandes compétitions, et que ce soit ce faisant une politique qui vienne en soutien avec ce qu'on fait en matière éducative et autres. Et donc, je vous fais confiance pour que ce logiciel qu'on a commencé à changer à Ouagadougou soit chaque fois réexpliqué, porté, assumé comme un logiciel de conquête, comme toutes les transitions. C'est difficile, parce qu'il y a des nostalgiques, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, et parce qu'on bouscule des intérêts acquis. Mais croyez-moi, c'est une bonne chose,
parce que le monde change et que nous avons besoin d'embrasser justement ce nouveau partenariat.